Bonsoir, chers amis, fidèles au poste, chers amis de Martinique, mais également de toute la Caraïbe, et puis bien au-delà, à côté de l'Hexagone, on va dire ça, il y a pas mal de personnes qui suivent donc cette émission Libre Antenne. Une émission ce soir qui abordera un problème sanitaire très 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 important, très grave. Vous savez que là encore on a une crise qui nous terrasse là. Mais ce soir nous allons parler de la chlordécone. Quelles sont les répercussions de la chlordécone sur notre santé? Si on peut déjà prendre ce petit document que je présentais à l'antenne. Voilà, donc tu vas grossir un petit peu. Et autour de nous, nous aurons bien évidemment des spécialistes. Voilà, le document qu'on va vous remontrer tout à l'heure, il est scanné. Les invités, on les présente tout de suite. Alors, le docteur André Edouard, qui est gastro-entérologue, bonsoir. 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 Oui, je dis. Très discret. À côté de lui, il y a le docteur Charles Quist, qui est gynécologue. Bonsoir. Je suis vraiment très heureux d'être ici ce soir. On pourrait dire ce que fait un gynécologue dans ce comité, mais vous verrez tout à l'heure, j'aurai d'autres choses à dire que ce que peut dire un simple gynécologue, parce que j'ai d'autres idées également sur la question que je pourrais vous suggérer tout à l'heure. Mais vous êtes une personnalité du domaine sanitaire, docteur. Oh, Qui ne connaît pas le docteur? Je suis juste un gynécologue accoucheur. Et puis évidemment, nous aurons Philippe Pierre-Charles, qui est syndicaliste, professeur d'histoire à la retraite. Oui, à la retraite, dit-on. Docteur, dit-on. Hein, pourquoi un retraité actif, hein? ça existe. Hein, voilà, c'est un retraité assez actif, oui. Alors voilà, nous avons nos trois invités et nous signalons que nous allons ouvrir le débat pendant 1 heure. Ils vont vous donner des explications et qu'à partir de 21 heures, vous aurez la possibilité de nous contacter pour leur poser des questions et pour également faire des témoignages. Je suis sûr qu'il y a des témoignages qui seront assez poignants, certainement. Alors, le téléphone, c'est le 0596 71 27 07. Zouk TV, 0596 71 27 07. J'ai bien dit, à partir de 21h. Eh bien, sans plus tarder, nous allons commencer par vous, monsieur le syndicaliste. Alors, la plaquette, on va la présenter. Vous avez une plaquette devant vous. Hein, Grégory, tu vas essayer de nous scanner à l'écran, la plaquette. Et monsieur Philippe Pierre-Charles va nous faire un descriptif de tout ce qu'on peut trouver dans la plaquette. Voilà. On vous écoute, monsieur Pierre-Charles. Oui, alors, pour comprendre cette petite plaquette, ce dépliant, il faut se situer devant les besoins que nous avons ressentis. L'Emradidou m'a parlé de lianage pour dépolyer Martinique. Ouais. Lianage pour dépolyer Martinique, c'est un COI Mamaï, organisation syndicale, politique, associative, de femmes, d'agriculteurs, de médecins, bref, et de personnes à titre individuel, qui se sont rassemblés depuis à peu près 3 ans, un peu plus de 3 ans, pour poser cette grave question, ce grave crime d'État, chlordécone, et savoir comment réagir face à cela. Bon. Donc, nous avons fait une série de mobilisations, de mouvements, de manifestations, de réunions, de débats, etc. On peut citer par exemple quelques figures, je vois quelques noms des gens qui ont contribué à ce travail. Ah ben là, je présentais le lianage, je ne présentais même pas les auteurs. Les composants, oui, le concept en général. Oui, il n'y a pas de problème. Les auteurs, parce qu'à partir de ce moment, on s'est dit, bon, il y a beaucoup d'informations qui circulent sur tous les aspects, et donc l'aspect santé également. Et puis beaucoup de controverses, et puis beaucoup d'évolutions. Donc on s'est dit qu'il serait bon que la population dispose d'un document qui fasse le point de la situation, de ce que l'on sait, de ce que l'on ne sait pas, de ce que l'on suppose et de ce que l'on cherche concernant cette question-là sur le plan médical. Donc, et pour mobiliser une population, il faut qu'elle soit informée. Pour qu'elle soit informée, il faut s'adresser aux personnes qui peuvent travailler à cette information. Et c'est pour ça que nous avons pensé demander à un certain nombre de médecins, nous en avons 2 ici, mais il y a aussi le docteur Serge Chalon, et puis il y a aussi Jean-Michel Macny et Josiane Jospelage. Il y a 3 autres, par conséquent, il y a 5 médecins. Et nous les remercions un peu parce que nous savons qu'ils travaillent.
Ils ont pris plusieurs week-ends pour mettre ensemble les travaux qu'ils ont faits pendant les semaines, parce qu'il fallait, disons, éplucher toute la littérature scientifique, tout ce qui est paru, tout ce qui est sorti, de manière à donner des choses qui soient assurées, qui soient documentées, qui soient sérieuses et qui soient actualisées. Parce qu'on ne peut pas parler de chlordécone aujourd'hui comme on en parlait il y a 20 ans, parce que il y a eu des études qui sont faites et elles continuent. Et il y a surtout un travail qu'il faut continuer, qu'il faut poursuivre. Donc, on les remercie vraiment de ce travail et qui, d'après les premiers échos que nous avons eus des gens qui ont eu en main cette petite plaquette, ça intéresse beaucoup et c'est très demandé, ce document. Donc, c'était une bonne idée de les mettre au travail, nous mettre au travail, mais... Voilà, montrer quand même voilà. L'intérieur du document avec cette fameuse frise que nous allons essayer de découvrir dans quelques instants. Alors, M. Pierre-Charles, vous continuez sur l'explication alors? Oui, donc ça a donné ce petit document. On va voir dans la discussion comment l'exploiter, comment se le procurer. Ça a commencé à être diffusé, mais on va revenir, j'espère, là-dessus. La première chose étant de féliciter les amis pour ce travail, de remercier aussi Tony Print qui fait un bel petit plaquette bano, super, ouais. à prix intéressant. Et puis aussi l'infographie, c'est presque une histoire de famille, puisque c'est un certain Christ également qui a participé à l'infographie de cela. Donc c'est vraiment un travail collectif. Nous sommes très contents de ça et j'espère qu'on va mieux le connaître après cette émission. Alors nous allons aborder la partie historique. D'ailleurs, c'est représenté par une frise assez très 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 significative. Et je vais demander justement au docteur André Edouard de bien vouloir nous parler de l'historique même de ce phénomène de la chlordécone. Bien, nous avons voulu insister sur l'histoire de cette intoxication parce que dans l'histoire, il y a les premières maladies, il y a les premiers signes de l'intoxication et les répercussions sur la santé traversent un peu l'histoire parce qu'au fur et à mesure, on les connaît. Je voudrais revenir sur le fait que nous avons daté ce document parce que les recherches que nous avons faites correspondent à une période précise et ce qui est vrai en juin 2021, au moment où nous avons bouclé le document, ne sera pas la vérité de l'année 2030 parce qu'entre-temps, les recherches qui se poursuivent vont peut-être mettre en évidence de nouveaux éléments dans le problème. Donc c'est une histoire qui commence en 1951, ça fait exactement 70 ans, quand deux chercheurs qui s'appellent Gilbert et Giolito découvrent cette molécule. La molécule de chlordécone qui, dans un premier temps de commercialisation, s'appelle Kepone. La commercialisation commence en 1966, ensuite des usines de fabrication sont mises au point et ce produit connaît un essor considérable parce qu'il est utilisé, en particulier dans nos cultures ici, contre le charançon noir du bananier. En 1972, officiellement, il est délivré en Martinique, alors que des tentatives avaient déjà été On avait déjà avant. démontré sa toxicité quand même. La toxicité, on la connaît très vite, dès 1966. On sait qu'il est toxique pour le système nerveux, toxique pour la reproduction, neurotoxique et reprotoxique. Le docteur Quiz va vous parler du problème de la toxicité sur l'appareil génital. On sait qu'il est toxique, on continue à le développer, on l'introduit à la Martinique après des refus, on finit par l'accepter. Et il y a une date importante, c'est 1975 aux États-Unis, quand dans la ville de Hopewell, où il y avait une usine de fabrication du chlordécone, il y a un accident très grave et des ouvriers contaminés. La James River, qui était à proximité de l'usine, est aussi contaminée et on découvre un certain nombre de manifestations correspondant à la toxicité aiguë, c'est-à-dire des gens qui d'un seul coup ont ingéré une dose importante. On sait ce qui se passe. Ils ont eu des tremblements, ils ont eu le foie qui a grossi,
ils ont eu un certain nombre de perturbations neurologiques qui correspondent au tableau de l'intoxication aiguë et qui n'est pas le même que la petite distillation de la petite dose de notre alimentation tous les jours pendant de nombreuses années. Après cet accident, les États-Unis interdisent le produit dès l'année d'après. Un certain nombre de médicaments sont essayés pour essayer d'éliminer le produit de l'organisme. Mais une fois que le produit est interdit aux États-Unis, les recherches pour l'éliminer sont arrêtées aussi, puisque ce produit est interdit aux États-Unis. Donc nous sommes dans les années 75, l'accident, 76, l'interdiction du produit aux États-Unis. Ensuite, il va continuer à se développer parce que les brevets vont être rachetés par des planteurs de bananes qui le font fabriquer au Brésil, le font après naviguer du Brésil vers Béziers, de Béziers vers les Antilles, pour qu'on continue à s'en servir aux Antilles. On lui donne un autre nom en 81, il s'appelle plus Kepon mais Curlon, mais c'est exactement la même chose. Le même produit. C'est le même produit, mais on l'a habillé dans une autre belle robe. Et de revendication en demande, en 1990, il est interdit en France. C'est-à-dire 15 ans après les États-Unis. Sur le territoire français, il est interdit. Sur le territoire français hexagonal. Oui, on précise bien. Mais ceux qui sont sur des îles, ils ont besoin d'une petite dose supplémentaire, soi-disant pour écouler les stocks, mais pour surtout continuer à poursuivre la protection de la production de bananes. Et ce n'est seulement en 1993, c'est-à-dire 3 ans après l'interdiction en France, qu'il est interdit officiellement en Martinique, mais qu'on a des preuves que des sacs entiers circulent entre la Guadeloupe et la Martinique pendant encore bien longtemps. Et comme il y a une intoxication qui s'est poursuivie dans le sol, et qu'on nous dit qu'il y en a, sauf si la science fait des miracles pour l'élimination du sol, qu'il y en a à peu près pour 6 ans à 700 ans, c'est une histoire qui va encore continuer longtemps et longtemps, avec l'histoire des patates douces, qui a eu découverte à Dunkerque avec des doses de chlordécone inimaginables, et les... Tubercules, quoi. Oui, tout ce qui vient du sol. Ensuite, ce qui a été fait, des rapports parlementaires, il y en a eu 3 qui ont été demandés, le dernier étant celui de Serge Letchimy en 2019. Et pour mieux connaître le produit, dans les années 2000, les premières plaintes tombent, 2006-2007, plaintes contre l'État, et ces plaintes qui ont maintenant 16 ans d'ancienneté ne sont toujours pas instruites, sauf qu'au début de cette année, un procureur a estimé qu'il y avait un risque que ces plaintes ne soient plus prises en considération parce que le temps était déjà passé. C'est ce qui est à l'origine de la grande manifestation qui a eu en février 2021, où plus de 10 000 personnes, voire 15 000, dans les rues de Fort-de-France ont manifesté leur désaccord sur ce projet de prescription des plantes. Donc nous avons arrêté la partie historique à cette manifestation. Mais elle n'est pas finie. Oui. Petite digression avant de retrouver monsieur le docteur Cuisse. Alors Philippe Yachar, quand il a parlé, excusez-moi, de culture, la banane se développait à cette époque-là. Dans quelles conditions, par exemple, les travailleurs des champs, les gens qui étaient employés sur la plantation de bananes, dans quelles conditions ils travaillaient? Est-ce qu'ils étaient en contact directement avec le produit? Est-ce qu'ils étaient ni gants? Est-ce qu'ils étaient équipés? Est-ce qu'il y avait des précautions d'usage qui étaient prises? Est-ce qu'ils étaient rentrés, puis même linge là, caillou, ils travaillaient là? Le soir, comment ça se passait, quoi? Oui, alors le chlordécone, il faut mettre ça dans le cadre de l'ensemble des produits utilisés de ce type, de pesticides. Ouais. Parce que quand vous reprenez la grève de 73-74, fin 73, début 74, dans la banane, eh bien, l'un des points de revendication, c'était l'arrêt, l'interdiction de 2 produits qu'on disait, on répétait tout le temps, Mocap, Nemacure. On ne parlait pas de Kepon, qui était pourtant déjà là, mais enfin, il n'était peut-être pas encore tout à fait très répandu, mais on disait surtout Mocap, Nemacure. On parlait Mocap, Nemacure. Bon.
Et ces produits-là étaient répandus sans précaution adéquate à la dangerosité du produit. Pour prendre un exemple, je ne sais plus lequel, mais comme ça venait des États-Unis, souvent, il y avait des indications en anglais sur sur la dangerosité du sur produit. l'enveloppe, la dangerosité du produit, c'était en tête de mort. En tête de mort, ah ouais, des bouts, ça, c'est pirate en l'eau. Et puis, en fait, le ouvrier agricole qui sème ça, il ressent rien de spécial. Bon, alors, chlordécone, c'était la poudre du racine, mais alors tout. C'est bananier, c'est. Tous ces bananiers, bon. Et alors, il y a les effets sur les gens, parce que, ils ne se rendent pas forcément compte du danger. Ils sont pas, on leur dit que non, c'est rien, c'est pas grand-chose. En tout cas, il est efficace et roulé. Bon. Et ce qui est terrible, c'est que ils ont créé une espèce d'inconscience dans la population ouvrière. Donc le bonhomme entier, lui, lâche son linge, madame Liga lave le linge là, tout voilà, ça. Et même, c'était tellement un bon produit, puisque Béchera mettait dans Bonanli, qu'il arrivait qu'on donne ça aux ouvriers pour que dans leur jardin personnel, le petit jardin, comme cadeau, hein. Comme un cadeau. Tu as bien travaillé, mais on s'en fait parfois même, c'était donné comme un élément de paiement en nature, ça. Une récompense. Vraiment terrible. Bon. Et on était, c'est par la suite que l'on commence à savoir que c'est pas seulement, et le docteur Jospin j'explique ça très, très bien, c'est pas seulement les ouvriers agricoles qui se servaient de ce produit qui en sont les victimes, c'est aussi les générations qui viennent après par l'intermédiaire des femmes de ces ouvriers agricoles. Bon. Et donc, c'est une affaire terrible parce que, c'est pas le sol est pollué pour des centaines d'années, mais aussi les humains, puisque des gens qui ne sont pas nés pendant que leurs parents travaillent, vont subir les conséquences par l'épigénétique, je pense, dont on va parler tout à l'heure. Bon. En tout cas, même lorsqu'il y a eu, à un certain moment, sous la pression, un certain nombre de précautions indiquées qu'il fallait mettre telle quantité et tout, quand une machine est lancée et qu'on vous dit que c'est bon et on vous dit que c'est bien, il y a des petits producteurs martiniquais qui ont utilisé ça en sous-estimant les précautions même demandées. Donc ça n'a fait qu'aggraver les choses. À partir du moment où tu as dit qu'on produit pas très dangereux, c'est pas rien, c'est un petit démangeaison, mais c'est vite fait. Bon, il y a une culture qui se crée et qui fait qui accélère les dégâts sur les gens. C'est évident. Alors les deux là, justement, c'était une zone quand même. Les plantations de bananes, on sait que c'est le Nord-Atlantique, c'est Basse-Pointe, etc. Il y a les plantations de bananes, il y a les communes Makouba, tout ça. Mais il y a le ruissellement. Parce qu'avec le ruissellement, c'est pas ces communes-là seulement qui sont touchées. Hein. Bien sûr. Il y a un problème. On avait essayé d'établir une carte. Il y a un problème pour les marins pêcheurs. Parce que, exactement. Toute la rivière a descend dans la mer. Et puis finalement, le ruissellement, les eaux machin font que des populations côtières de marins pêcheurs qui n'ont jamais fait aucun geste leur donnant une responsabilité, on subit et subissent, et voilà, ils sont victimes de... Pourquoi je vous ai posé la question? Parce qu'à un certain moment, on avait établi une carte où il y avait des zones dites saines, et puis des zones contaminées, alors... Non, je crois que les cartographies qui jusqu'à maintenant ne sont pas terminées, pour essayer de mesurer, de localiser les zones, ont montré qu'en fait, il y a très peu de régions de l'île qui ne sont pas concernées. Parce que s'il y a des concentrations plus importantes dans le Nord-Atlantique, et il ne faut pas non plus stigmatiser ces gens-là,
il y a une extension à la fois par les fleuves, par la mer aussi. Les plages, tout ça. Ouais. Et s'imaginer que certaines zones côtières sont concernées et pas d'autres, c'est s'imaginer que le poisson respecte des frontières. Il n'y en a pas. On ne fait pas du stop. Hein, ouais. On est surtout... Mais la nappe phréatique aussi est contaminée. Exactement. Donc, Voilà. Si la nappe L'irrigation, phréatique ouais. est contaminée, ça veut dire que les rivières sont contaminées. Donc, et d'ailleurs, quand on a fait cette étude, je crois que c'est Canaries, qui a montré que les 3/4 de la population de la Martinique ont ce produit dans leur sang. 92% exactement. 92%. Ont ce produit dans leur sang. Donc ça veut dire que même ceux qui ne travaillaient pas dans la banane ont ce produit dans leur sang. En alimentation. Mais ce qui est quand même scandaleux, c'est que jusqu'à maintenant, on n'a pas une connaissance exhaustive, complète, des zones contaminées dans le détail. Bon, parce qu'ils disent parfois le chiffre de 40% des terres. Bon, ils sont arrivés à ces chiffres-là par des extrapolations en disant, bon, il y a telle région qui est une région bananière, donc elle est présumée infectée. Bon. Et puis ils font des calculs comme ça. Mais la connaissance exacte de la situation, on ne l'a pas jusqu'à ce jour. On est dans le flou jusqu'à maintenant. Jusqu'à ce jour. Or, comment voulez-vous sortir d'une tragédie comme celle-là? Comment vous voulez en sortir si vous n'avez pas une connaissance exacte de la situation du sol? On va parler de traçabilité. L'une des premières choses qu'il faut faire pour sortir de la situation, c'est d'arrêter d'aggraver la situation. Il faut commencer par arrêter ça. Bon, arrêter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous savons exactement qui ça nous va manger, que nous savons exactement là il sortit, que nous n'y a traçabilité, que nous y a un minimum de contrôle, bon, pour qu'on puisse se nourrir en conséquence. Or ça, c'est pas fait parce que cartographie est incomplète. Bon, à un moment, on a vu le préfet qui nous a dit que voilà, l'ancien préfet là, qu'on fait une moyenne de 3 prélèvements à l'hectare pour avoir machin. Bon, mais 3 prélèvements à l'hectare, c'est insuffisant d'après tous les agriculteurs. Il y a les îlots, il y a les lopins. Bon, il faut voir en fonction des pentes, en fonction du relief. C'est insuffisant. 3 à l'hectare, c'est insuffisant. Il faut Et puis, plus. il y a le phénomène de l'importation. Alors, Oui, la sortie Costa Rica, tout ça. Ça, c'est un problème, ça. Parce qu'ils font un contrôle des produits ici, mais ils font un contrôle aussi des produits Des entrées. qui viennent de pays qui n'ont pas même ni les normes appliquées ici. Hein. Bon, Alors là, nous allons maintenant... Alors, je pense qu'il va falloir qu'on replace un peu le débat dans ce pourquoi on est venu, c'est-à-dire la santé. Je crois que c'est ça qui est au centre du débat. Je m'adresse à vous justement, Voilà. docteur. Alors oui, parce qu'on va quand même en parler. Moi, je suis arrivé dans ce pays en 1972, mais je peux vous dire tout de suite que c'est pas moi qui l'ai amené le chlordécone. Puisque André a dit tout à l'heure que c'est à 72 qui est arrivé, donc n'associez pas les deux. Je n'ai rien amené du tout, c'est pas moi qui l'ai amené. Je voulais prendre appui sur ce que l'historique, là, tout à fait intéressante que André nous a dit tout à l'heure pour rappeler quelques points. Donc, vous avez vu que très tôt, ce pesticide extraordinaire qui a été inventé en 50, dès les années 66, on a su que c'était un poison. J'explique bien le mot poison. Des expériences ont été faites chez les animaux qui ont montré que ce produit est toxique. On a dit au départ les animaux. Il y a eu une expérience humaine à grande échelle quand l'usine de Hopewell en Virginie a explosé, que les cuves ont explosé et que donc les 300 ouvriers qui travaillaient ont été intoxiqués de manière aiguë. Alors, ce qui est très curieux d'ailleurs, il faut qu'on en rigole un peu dans cette émission. La ville dans laquelle est construite cette usine s'appelle Hopewell, la ville, le Bon Espoir. Et le nom de l'usine, c'est Life Science, la science de la vie. Vous voyez comme ça devient... Là, on nage en plein bonheur. Voilà, on nage en plein bonheur. Quand cette usine a explosé, donc on avait deux choses, c'est-à-dire que les rejets de la cuve qui a explosé sont déversés
dans la rivière qui s'appelle le James River. Et les paysans du coin ont puisé l'eau de ce James River pour arroser leurs champs. Donc on avait deux populations. Une population qui a eu une intoxication aiguë et une population qui a une intoxication chronique comme à la Martinique. Donc tout ceci a été documenté de manière correcte, qui a fait que, André l'a dit tout à l'heure, 1 an plus tard, le produit a été interdit aux États-Unis parce qu'on avait la ferme conviction que ce produit était un poison. Et pourtant, en 1972, nous l'avons utilisé ici On a continué à le... parce que nous avons estimé, d'autres ont estimé, sans avoir à demander l'avis de la population, que l'économie était plus importante que la santé des gens. Il faut le dire. Parce qu'ils savaient, ils avaient les moyens de savoir. Ils le savaient. Tout ce qu'on a dit aujourd'hui, que c'est un poison. Mais ils ont estimé que l'utilisation de produits était plus importante. Parce que l'économie prévalait. Ça, c'est le premier préalable. J'aimerais dire 2 ou 3 choses pour pouvoir placer le débat. La deuxième chose que je veux dire, c'est que chaque fois que nous avançons quelque chose, moi, médecin, je constate certaines choses dans ma pratique. Par exemple, une maladie qu'on appelle endométriose, dont on parlera tout à l'heure. Chaque fois que je m'évertue à dire il y a quelque chose qui me gêne dans l'endométriose que je vois ici en Martinique, parce que j'ai travaillé en France avant de venir ici, l'endométriose que je vois en Martinique ici a un aspect particulier. Elle est plus grave chez des jeunes femmes plus jeunes. Donc, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qui peut l'expliquer? Et on a fait quelques recherches et dans d'autres pays, on a publié effectivement que ce pesticide pouvait aggraver l'endométriose. Et chaque fois que je dis ça, on nous dit, est-ce que vous avez fait des études épidémiologiques? Alors, que la population martiniquaise soit au courant tout de suite qu'aucune étude épidémiologique ne peut être menée en Martinique ici pour prouver quoi que ce soit de cause à effet d'une maladie par rapport à ce pesticide. Pour une raison très simple, la raison c'est que, 1, la population est trop faible et les études n'auront pas assez de puissance. La deuxième raison qu'il faut connaître aussi, c'est que ce produit est ce qu'on appelle un perturbateur endocrinien. On le parle tout à l'heure. Et la plupart des perturbateurs endocriniens agissent durant la vie intra-utérine. Donc, si on veut connaître le dosage, il fallait doser chez une personne adulte qui est malade. Si on veut connaître si c'est le produit qui a rendu malade, ce n'est pas dans son sang qu'il faut doser le produit. Il faut doser le produit dans le sang de sa mère quand lui était dans le ventre de sa mère. Ce qui est impossible à faire aujourd'hui puisqu'on ne peut pas revenir en arrière. Donc, on ne pourra jamais en Martinique faire des études pour prouver que telle maladie est causée par le chlordécone. On ne peut que s'appuyer sur des études qui ont été faites ailleurs, sur des populations beaucoup plus grandes et qui ont fait des cohortes beaucoup plus longue durée. La troisième chose que je voulais ajouter, c'est que on a remarqué que ce perturbateur endocrinien, et l'OMS l'a reconnu déjà en 1980, quand l'OMS a eu connaissance de tout ça, l'OMS a sorti un document, un rapport, où il a reconnu tout ça. Ça a été en 1980. A reconnu la dangerosité du produit et a reconnu également que ce produit est, comme nous disons, mutagène et épigénétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va laisser dans notre ADN des traces qui vont se reproduire de génération en génération, quand bien même on aura enlevé le produit de la terre, quand bien même on l'aura enlevé de la mer, quand bien même on aura trouvé un médicament pour que nos corps n'en contiennent plus, nos gènes vont garder des traces de cette intoxication et nos générations futures
Bon, tout à l'heure, je vous donnerai un exemple d'un médicament, le distilbène. Non, mais un éclaircissement, docteur, justement. Quand vous dites perturbateur endocrinien, ça veut dire quoi? Qu'il limite le fonctionnement des hormones, quoi? Qu'est-ce que ça produit exactement? Alors, vous savez que dans notre corps, nous avons ce qu'on appelle des glandes endocrines, qui sont des glandes qui produisent des hormones et qui sont comme les moteurs de nos tissus, qui nous permettent de fonctionner. Ce sont ces hormones qui nous permettent de fonctionner. Par exemple, en gynécologie, les hormones qu'on appelle estrogène et progestérone permettent à l'utérus et aux ovaires de fonctionner. La thyroïde, c'est la même chose, ça va permettre à certains... Donc on produit des hormones, les ovaires produisent des hormones, la thyroïde produit des hormones, le pancréas produit une hormone, c'est l'insuline, les surrénales produisent des hormones. Donc, on produit des hormones. Alors, ces hormones, en fait, pour pouvoir agir, ils vont trouver sur la cellule des portes qu'on appelle des récepteurs. Et c'est par ces récepteurs, ils ont une clé, si leur clé correspond à la clé du récepteur, ils vont pouvoir entrer dans la cellule et dire à la cellule, fabriquer tel produit, fabriquer telle chose. Par exemple, si l'insuline... et si le pancréas va dire, bon, on va fabriquer de l'insuline parce qu'il y a trop de sang, de taux de sucre dans le sang. Donc, qu'est-ce que font les perturbateurs endocriniens? Les perturbateurs endocriniens vont imiter ces hormones. Dans le corps, vont avoir la même structure chimique que ces hormones. Ils vont aller fermer les portes par lesquelles les vraies hormones rentrent, puisqu'ils vont avoir la clé eux aussi. Donc ces clés... Comme un pass. Oui, ils ont le pass. Donc ces portes vont être fermées, ce qui fait que les vraies hormones ne vont plus pouvoir jouer leur propre rôle. Mais il y a des organes particuliers, par exemple, je vois le cancer, par exemple, de la prostate, c'est très, très, très répandu, etc. Les organes sexuels, etc. Donc, est-ce qu'il y a bien des points particuliers où ça a plus d'impact? Oui, oui, bien sûr, il y a des points particuliers. Par exemple, si vous prenez la thyroïde qui permet à beaucoup de choses de fonctionner dans notre corps. Énormément de choses de fonctionnent dans notre corps. Alors, vous parlez tout à l'heure de la prostate. La prostate, ouais. La prostate, bien sûr, ça agit sur la prostate parce que la prostate répond aux hormones, aux androgènes. La régulation de la prostate, le développement de la prostate, la manière dont la prostate va se comporter va être gérée par une hormone qu'on appelle les androgènes. Et si vous perturbez le fonctionnement ou la sécrétion de ces androgènes, vous allez perturber le fonctionnement de la prostate et développer des anomalies qui peuvent aboutir donc à des problèmes de cancer. Voilà. Et donc cet effet est très important parce que tout à l'heure on nous parlera de la réparation. Moi j'insiste, c'est vraiment ma profession de foi. Si vous demandez réparation, demandez-le également pour les générations à venir, parce que ce n'est pas simplement notre génération qui va être impactée par la maladie. Nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants auront à être impactés sans que nous sachions aujourd'hui quelle maladie eux ils vont faire. Donc il faut que la réparation soit demandée aussi à leur nom. Et puis je terminerai par une dernière chose dont on aura tout à l'heure à en débattre et on reviendra aux problèmes de santé. Au-delà de ces problèmes économiques, de ces problèmes de santé dont on parlait tout à l'heure, moi, il y a quelque chose qui, moi, me touche beaucoup. C'est que quand je suis arrivé dans ce pays en 72, j'ai été adopté, entre guillemets, par une famille d'Ajoupa-Bouillon, monsieur et madame Cécile, qui m'ont adopté comme ça. Et les dimanches, je allais chez monsieur et madame Cécile, qui m'ont appris la vie martiniquaise, qui m'ont fait aimer la Martinique. Le dimanche, quand j'allais chez eux, il y a Madame Cécile allait dans son jardin prendre des choses et venait nous faire à manger. Monsieur Cécile m'amenait au bord de la mer pour voir comment on tire la Seine. La Seine. On se promenait un peu partout en Martinique et on voyait, c'est ça qui fait que j'ai aimé la Martinique, que je suis resté. Je suis arrivé dans ce pays en 72 à 28 ans.
Faites le calcul et j'y suis toujours. C'était pour 6 mois, je crois. Oui, c'était pour 6 mois et j'y suis toujours. C'est pour dire que nous avions dans ce pays, je dis nous parce que je me sens martiniquais, nous avions dans ce pays des traditions que nos ancêtres nous ont laissées. Ces traditions que nos ancêtres ont bâties dans des conditions inhumaines et difficiles que vous connaissez. Ils ne sont pas dans des conditions agréables, dans une salle climatisée où on leur apprend à cultiver le jardin, où on leur apprend à pêcher. Ils vivaient dans des conditions inhumaines et malgré ça, ils ont bâti des traditions qui nous ont léguées. Et aujourd'hui, ces traditions sont mortes et mortes pour longtemps. Ça crée, que vous le vouliez ou non, même si ce n'est pas exprimé, des blessures symboliques et spirituelles. Donc il y a un phénomène sociétal parallèlement à tout ça. Important, même si ce n'est pas exprimé en tant que tel. Notre inconscient l'admet en tant que tel. Et ces blessures spirituelles et symboliques, il va falloir également, en dehors des problèmes de santé, que nous puissions y penser, P-E-N, pour pouvoir les penser, pour que cette histoire guérisse. Sinon, ça va se traduire toujours par la violence et l'injustice et l'incompréhension. Et ça, c'est important. L'autre jour, hier, j'étais à la radio, Martinique première ou avant-hier, et je parlais de ça. Et puis, la jeune fille qui m'interviewait m'a dit, oui, vous parlez de ça, mais il y a quelque chose d'autre aussi, moi, qui m'a gêné, c'est les rivières. Moi, quand j'étais enfant, je me baignais dans la rivière et brutalement, aujourd'hui, on me dit que je ne peux plus me baigner dans la rivière. Et ça m'a fait un choc, ça m'a fait très mal. Bon, toutes ces choses-là, il faut en parler, il ne faut pas simplement prendre ça comme... C'est quelque chose qui nous a touchés dans notre corps, qui nous a touchés dans notre cœur, qui nous a touchés dans notre santé. Et je crois que c'est tout ça qu'il faut prendre ensemble. Et c'est bien que l'IANAGE nous a demandé de faire un fascicule sur la santé. Je crois aussi qu'il faut aller vers les anthropologues, qu'il faut aller vers les sociologues pour qu'ils nous disent un tout petit peu qu'est-ce que ce pesticide a changé dans le corps social martiniquais, dans la manière de vivre du Martiniquais quand tout ça est en train de disparaître. Je voulais revenir sur un petit point. Le docteur Edouard Philippe Pierre-Charles, il a parlé justement de cette pharmacopée locale, le jardin traditionnel, quand il a dit les remèdes de grand-mère, etc. Est-ce que tu penses que même dans ce secteur-là aussi, ça a été perturbé aussi? Eh bien, à partir du moment où le sol est... Oui, le sol est pollué, où il y a une suspicion et où on ne sait pas, finalement. Parce que, bien... Nous ne disons pas que l'on ne peut rien faire sur un sol chlordéconé. Bon, on ne va pas bétonner tous les sols chlordéconés. Bon. Mais il y a une adaptation à faire, il y a des activités à faire, des cultures à faire en fonction de la présence ou pas, importante ou pas, de chlordécone. Bon. Donc la connaissance exacte de la situation des sols est fondamentale. Quand on ne l'a pas, bon, eh bien, on risque évidemment de produire ce qu'il ne faut pas là où il ne faut pas. Alors que, bon, peut-être il y a tout le débat sur les arbres fruitiers. Bon, parce que la chlordécone est censée ne pas remonter très haut du fait de son poids. Bon, il y a des choses là qu'il faut éclaircir. Mais il est évident que les racines, les légumes qui sont dans le sol, bon, sont évidemment absolument à éviter sur des terrains chlordéconés. Ça, c'est une chose évidente. Je voulais juste faire un petit commentaire sur l'historique, parce que je voulais attirer l'attention sur le fait qu'il y a vraiment une chaîne de crimes qui ont été commis là. Bon, c'est pas pour être dans le passé, etc. C'est pas ça, mais il faut bien prendre conscience quand même de ce que ça veut dire comme ensemble de faits inimaginables. Depuis les années 60, on sait.
Depuis les années 60. Même, il y a ça c'est un résumé, c'est une synthèse. Bien Il y a une scientifique qui avait fait une étude dans les années 60 aux États-Unis et qui disait déjà le pique-pente de ce chlordécone. Bon. Donc on sait, depuis les années 60. On sait, mais on produit. On sait, mais des organismes qui sont chargés de vérifier que l'on peut mettre sur le marché ou pas, donnent des autorisations. Des ministres donnent des autorisations, mais on sait. Lorsqu'on interdit en France en 90, on vous dit, bon, on poursuivez jusqu'en 93. Et puis vous regardez l'argument. L'argument, c'est qu'il faut écouler les stocks. Non, mais c'est inimaginable. Vous avez un poison, vous produisez un poison. Vous savez que c'est un poison. Vous savez que c'est un poison. Vous l'interdisez chez vous et vous dites, bon, enfin, il faut écouler le poison. Donc, par conséquent, il faut empoisonner cette machine. C'est cynique, ça. C'est inimaginable. Ah oui, mais Non, et moi, j'ai une image que je n'ai pas oubliée, je n'ai jamais oublié ça. Lorsque Yves Ayotte est décédé, on a interviewé des gens et puis on a passé des images de ce qu'il disait une dizaine d'années ou une vingtaine d'années auparavant. ouais. Et c'est filmé. Et on lui posait la question, mais bon, oui, mais enfin quand même, cette question du chlordécone là, vous avez quand même empoisonné. Et le gars répond, le plus tranquillement du monde, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'était ça qui pouvait lutter contre le machin de Charançon. Donc, par conséquent, le gars vous dit, même après coup, voilà, oui, c'est nocif, mais enfin, c'est ce qu'il fallait pour que les profits puissent se faire. Donc, il y a ça. Il y a c'est l'obsession du profit, quoi. Il y a l'obsession du profit. Bon. Et par conséquent, je pense que on a le droit d'être radical dans ce que l'on va demander comme réparation. On a le droit d'exiger. Nous pas là qu'à demander, c'est pour faire des bagailles inimaginables, insupportables. Bon. C'est pas seulement pour que ça ne se reproduise pas ailleurs, mais c'est pour que aussi on prenne conscience des comportements, de ce que l'on fait quand on est face à un problème qui met en cause l'économie, la santé, l'environnement, la vie. C'est-à-dire que l'on prenne l'ensemble de ces choses-là en compte. Si on prend l'ensemble de ça en compte, nous morts. Et les choses sont extrêmement liées. Après ça, nous avons subi une pandémie, Covid, ben, comme ça. Bon. Et puis on nous dit que la comorbidité est essentielle. Oui, mais la comorbidité, il n'y a pas un rapport avec chlordécone. Mais dans le cas de la chlordécone, on n'a pas parlé de ça tellement. Il y a un rapport avec chlordécone. Le docteur Edouard, il faut qu'il nous... Moi, j'aurais souhaité que M. Edouard nous parle beaucoup de problèmes de l'obésité, parce qu'il a travaillé beaucoup dessus. Et notre population, moi je l'ai vu de 72 à maintenant, le profil a changé. Grossir au fur et à mesure. et comme Edouard a travaillé énormément sur ce problème. Mais on va mettre ça sur le côté du fast-food, etc. Non, pas du tout. Au contraire, là aussi, ce pesticide y est pour quelque chose. On vous écoute, docteur Edouard. Non, vous avez fait un petit tour en ville récemment. Vous avez cherché en vain les petits profils que vous voyez sur les trottoirs il y a 30 ans et ça n'a plus rien à voir. Mais dans l'œil s'habitue, finalement. C'est dangereux que l'œil s'habitue. Non, l'obésité est un véritable problème et si on y revient par le biais du chlordécone, c'est parce que des travaux ont montré d'abord que les perturbateurs endocriniens avaient aussi leur rôle à jouer sur la survenue de l'obésité. Et depuis peu, on a découvert des substances qu'on appelle des obésogènes, c'est-à-dire des substances qui provoquent l'obésité. Et ces perturbateurs endocriniens sont recensés comme tels. Et le diabète aussi. L'obésité, c'est aussi un favorisant du diabète, c'est un favorisant de l'hypertension artérielle. Et
toute une série d'autres pathologies, vasculaires en particulier, les AVC, la tension, ça va amener à l'AVC, le diabète, c'est des complications sur l'œil, sur les reins, sur le cœur. Et en fait, c'est une chaîne de complications qui naissent de ces perturbations endocriniennes. Avec dans la filière de l'obésité quelque chose de très particulier qu'on appelle les obésogènes, qui sont parmi ces perturbateurs endocriniens et qui, dès l'enfance, font que même avec tous les régimes du monde, ce sera un obèse, et même avec des précautions alimentaires, même avec une pratique sportive, parce que c'est la régulation elle-même qui est perturbée et qui le restera, et qui se transmettra aux générations d'après. Mais imaginez, par exemple, dans les cantines scolaires, on va pas dire, on va pas leur faire des menus types, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y a une résonance là aussi de ce côté-là? Je crois que dans les cantines scolaires bien équipées, il y a une surveillance diététicienne et des régimes équilibrés assurés. Mais si l'obésogène a déjà introduit l'obésité, même avec ce régime approprié, même avec une activité physique régulière, ce sera un obèse en puissance. Ce qu'il est en train de dire, moi je le constate dans mes consultations, quand je travaillais encore, c'est que je vois des personnes qui sont en surpoids et pour des raisons X, parce qu'elles ont telle maladie ou telle autre, je leur demandais de perdre un peu de poids parce que ça irait mieux. Et on met en place toute une stratégie, on se rend compte que ces filles, malgré leurs efforts, malgré la bonne volonté, ne perdaient pas de poids. Et c'est ce qu'il est en train de dire, que ce pesticide, dans leur enfance, a inscrit quelque chose dans leur corps qui va les faire grossir, et ceci... Et qu'ils vont transmettre aussi. Et qu'ils vont transmettre à leurs enfants, et ceci, quel que soit ce qu'ils font. Donc, vous voyez que cette obésité qui s'installe va aller de pair, donc, avec une augmentation du taux de diabète, va aller de pair avec une augmentation de problèmes de la tension artérielle, et on va donc de pathologie en pathologie qui va être induite par ce problème du pesticide. Comme j'ai la parole, comme j'ai 2 ou 3 choses à dire en gynéco, je préfère le dire tout de suite. Qu'est-ce que nous, on a observé en gynéco? Essentiellement 4 choses. Et sans que je vous dise, on n'a pas d'études épidémiologiques pour le prouver. La première chose qu'on a observée, c'est la prématurité. Les enfants qui naissent avant 8 mois, qu'on appelle des prématurés, qui sont fragiles. Le taux à la Martinique ici est 2 fois plus élevé qu'en France métro-hexagonale. On a cherché pendant très longtemps pourquoi le taux ici en Martinique est 2 fois plus élevé. Au départ, on avait estimé que la Martinique était sous-équipée au point de vue hospitalier. Donc, il y a eu des efforts de fait. On a équipé les hôpitaux, on a créé des PMI partout dans toutes les communes. Enfin, on a fait un effort monumental. Malgré tout, le taux de prématurité est resté pareil. On a fait d'autres études pour montrer que, parce qu'il y avait peut-être des problèmes infectieux plus importants à la Martinique, on a également mis des stratégies en place pour pister les infections, les traiter dès qu'ils arrivent, les prévenir, et on n'est pas arrivé à faire baisser le taux de prématurité. On nous a fait comprendre que, comme 50% de la population enceinte en Martinique est non mariée, donc vivant seule, la femme antillaise est plus stressée quand elle est enceinte parce qu'elle est seule, elle se retrouve tout seule, ce qui est faux. Elle se retrouve tout seule et c'est ce stress qui entraîne la prématurité. Donc on a mis en place des consultations psychosociales au 4e mois de grossesse pour essayer d'accompagner. Et pourtant, on a tous échoué. Et une étude, on a lu des études dans d'autres pays ailleurs, surtout en Virginie, et on a fait la même étude en Guadeloupe, l'étude Timoun, qui a montré une relation entre la prématurité et le produit dans le sang. Ils ont pris beaucoup de femmes enceintes, ils ont dosé le produit dans leur sang, ils ont vu quand est-ce qu'ils ont accouché, il y avait une relation linéaire entre la quantité de produit dans le sang. Plus vous avez ce produit dans vos sang, plus vous accouchez plus tôt, quel que soit ce que vous faites. Voilà donc un premier point qui est la prématurité. Si le taux de prématurité est là et que nous n'arrivons pas à le faire chuter,
c'est dû également à ce produit. La deuxième chose qu'on a observé, c'est sur la fertilité des hommes et des femmes. Rassurons tout de suite les hommes que c'est la fertilité qui est en cause, ce n'est pas leur puissance sexuelle. Pas la puissance. Oui, qu'ils soient rassurés. Voilà. Chez les animaux, Hubert avait déjà montré que la deuxième génération des animaux quand une souris, il a travaillé sur des souris et des rats, quand les souris ont été intoxiquées par le produit, le chlordécone, la deuxième portée avait des anomalies au niveau de la reproduction. Et donc ça, dès 1966, on le savait. Et les mêmes causes entraînant les mêmes effets, c'est ce que nous voyons ici en Martinique. C'est-à-dire qu'à partir des années 2000, 2005, donc la génération, donc deuxième génération à partir de 2012, quand vous interrogez les laboratoires qui s'occupent des spermogrammes, vous verrez que le spermogramme de l'homme martiniquais s'appauvrit au fur et à mesure que l'année passe. Sa sexualité n'est pas en cause, mais son spermogramme s'appauvrit tout doucement. Il en est de même de la femme, des ovules de la femme. Et ça, c'est basé également sur des études ailleurs et que nous constatons dans nos consultations quand on le voit dans le temps. Il y a une hormone que nous appelons AMH qui mesure la qualité des ovules d'une femme. Cette hormone AMH, en général, dans d'autres populations, diminue vers l'âge de 40 ans pour aller vers la ménopause et s'arrête à la ménopause. Ici, dès l'âge de 30 ans, on voit ce taux d'AMH baisser chez nos filles. Ça veut dire que la qualité de leur ovule, dès l'âge de 30 ans, commençait à être altérée. Et on peut imaginer, comme on a vu chez les animaux, parce qu'on a l'expérimentation animale, que ça peut également être en cause. Dernière chose, pour moi gynécologue, c'est l'endométriose, qui est une maladie qui donne des douleurs, qui donne de l'infertilité, qui donne la fatigue et d'autres symptômes et qui altère beaucoup la vie de nos femmes. Leur vie scolaire pour les jeunes filles qui ont des douleurs des règles effroyables, professionnelles parce que 3 jours par mois, elles ne peuvent pas aller au travail, donc leur travail en pâtit. Leur vie de famille, leur vie de couple est perturbée par cette maladie qu'on appelle endométriose qui atteint une femme sur 10. Et nous avons ici en Martinique une endométriose particulière. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus grave et beaucoup plus évolutive. Ça veut dire que vers l'âge de 30 ans, on voit des femmes qui ont des endométrioses au stade 4 qu'on ne voit pas ailleurs. Ailleurs, on les voit à 40 ans, à 45 ans. Donc, et des études également faites ailleurs, pas en Martinique ici, ont montré qu'il pouvait y avoir une relation entre le chlordécone et cette endométriose. Voilà un peu les 4 choses dans cette génération-là que nous pensons liées au chlordécone. Et sur le cognitif, sur le cerveau, sur le QI, tout ça. Oui, et ça c'est... Oui, bien sûr. Après, on a bien sûr d'autres répercussions sur les enfants, sur le cognitif, sur l'appréhension fine, qui sont également beaucoup plus importantes. Oui, bien sûr. Nous allons continuer, mais là maintenant, on va ouvrir le téléphone. 0596 71 27 07. 0596 71 27 07. Nous avons sur le plateau le docteur André Edouard, le docteur Charles Quist et le syndicaliste et professeur d'histoire à la retraite, M. Pierre-Charles, qui est là. Donc on va poursuivre peut-être avec M. Edouard, qui avait peut-être des éléments à ajouter. Mais le téléphone, il est ouvert à partir de maintenant. 0596 71 27 07. M. Edouard, on vous écoute. Oui, pour prendre la balle au bon sur le cerveau, ce qui a été mis en évidence par les études, c'est que chez l'adulte, je vous avais dit qu'au moment de l'intoxication aiguë de cette usine de poêle, les gens se mettaient à trembler. On a retrouvé des tremblements chez l'adulte avec des troubles de la mémoire visuelle, des troubles psychiques, une fatigue, une irritabilité. Et il y a une étude en cours, à partir du problème des tremblements, pour voir s'il existe un lien
entre chlordécone et maladie de Parkinson. Ah, alors là, peut-être que c'est précis. Une étude en cours. Je n'ai pas dit il a été démontré que... Ouais. D'accord. Alors, je vais préciser que vous pourrez poser des questions à nos spécialistes, mais vous pourrez également faire des témoignages, pourquoi pas. Absolument. Donc, 0796 71 27 07. On va revenir quand même avec M. Pierre-Charles, qui a peut-être... Juste pour signaler qu'il y a aussi tout un chapitre, un paragraphe si on veut, sur chlordécone et cancer dans cette, Bien sûr, oui. dans Vas-y, cette développe, plaquette. Et en particulier les effets sur le foie, le rein, le pancréas et la prostate. On a parlé surtout de la prostate, mais aussi sur le foie, le rein, le pancréas. Je pense que c'est André qui a travaillé sur ce domaine. Sur la prostate. Ouais. D'accord. Je finis avec Vas-y. le cerveau de l'enfant. Il y a des troubles du développement neurologique, la dyslexie, toutes les 10, dyspraxie, autisme, troubles de l'attention, qui peuvent entraîner une hyperactivité, mais aussi une débilité et un retard scolaire. Tout ceci est encore à l'étude. Ah bon. Pour ce qui est des cancers en particulier, le cancer de la prostate est celui qui a fait le plus de bruit au moment où on en a parlé, et c'est en 2010 que des spécialistes guadeloupéens ont publié la première étude sur la relation qu'il y avait entre le taux de chlordécone et la fréquence du cancer de la prostate. Cette étude, qui a été publiée dans une revue internationale, Oui, continue. a été reprise ensuite en Martinique afin de l'approfondir, mais les crédits nous ont été sucrés et on n'a pas pu la poursuivre localement. Une nouvelle étude a montré qu'en fonction du taux de chlordécone, le traitement des cancers de la prostate pouvait être plus difficile avec des récidives plus fréquentes quand on avait un taux élevé de chlordécone. Voilà, on va se tourner vers le téléphone maintenant, 0596 71 27 07. Vous avez la possibilité de poser des questions, mais également de faire des témoignages. Zouk TV, bonsoir. Un peu plus fort, on n'entend pas, oui. Tu montes le son et Grégory, on n'entend pas. C'est moi? Oui, voilà. Oui, vous êtes à l'antenne, madame. Oui, on vous écoute. Oui. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous appelez d'où, madame? Oui. J'appelle de Sainte-Marie. Sainte-Marie. On vous écoute, madame, on vous écoute. Bon, alors je voudrais poser une question. Bon, ça fait de l'écho. Oui, on va vous arranger Alors, je ça. voudrais poser... Allez-y, on va vous arranger ça. Posez la question. On vous écoute, madame. Voilà. Je remercie tous les intervenants là. Oui. Mais pourquoi mon appel? Il y a un an, je voudrais savoir, est-ce que c'est normal? Je suis arrivée il y a 31 ans en Martinique, et il y a un an, on m'a décelé une thyroïde. Oui, on vous écoute. Et effectivement, ça me fatigue beaucoup. Chaque fois, je vais faire une prise de sang, c'est pas bon. Et je suis arrivée à l'évothyrox 88. C'était encore très dangereux pour moi. On m'a redescendu à 75. Alors, je voudrais, avec les intervenants qui sont là, est-ce que c'est dû à cette chlordécone que j'ai pu avoir dans mon corps, et puis en revenant, ça s'est accentué pour avoir cette thyroïde. En tout cas, la question est claire. Qu'est-ce qui... Oui, le docteur. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce que vous appelez par j'ai une thyroïde, parce que nous en avons tous une? Hypothyroïdie. Oui, mais la thyroïde, ça dérégle tout. Je parle qu'elle parle d'une hypothyroïdie. Vous avez une hypothyroïdie? J'ai hypo. Voilà, il parle d'une hypothyroïdie. D'accord. Vous avez une hypothyroïdie dont les causes peuvent être multiples, mais on sait aussi que du fait de ce caractère de perturbateur endocrinien dont nous avons parlé, le chlordécone peut être un des éléments à l'origine de cette pathologie. Est-ce que vous êtes né en Martinique ou pas? Je suis née en Martinique, je suis partie en Martinique. Voilà, donc j'ai quitté la Martinique en 66 et je suis revenue en 1990.
Voilà, c'est ça le problème. C'est-à-dire que si vous êtes né en Martinique, ça veut dire que votre mère, bien sûr, a vécu en Martinique. Et c'est quand vous étiez dans le ventre de votre mère que le problème s'est posé, que ce perturbateur a agi sur vous quand vous étiez tout petit fœtus et vous développez que maintenant la maladie sur quelque chose qui a été induit quand vous étiez dans le ventre de votre mère. Donc, Alors, l'hypothyroïde, qu'est-ce qui est plus grave, l'hyper ou l'hypo? il faut rien avoir. Et quand on l'a, il faut se soigner. Ben oui, je me soigne. Voilà, continuez, il faut se soigner. Il faut aussi le savoir également que dans cette maladie, ça je fais une parenthèse pour vous, les problèmes émotionnels jouent beaucoup dessus. Ah oui, docteur, je peux vous le dire. Donc il faut faire beaucoup de relaxation, prendre les choses avec beaucoup de hauteur, ne pas être trop dans le stress, être tout à fait cool et tranquille et pardonner souvent. Vous verrez que ça ira mieux. Ah d'accord, ok. Merci beaucoup, docteur. Eh bien, Merci beaucoup. on vous remercie, madame. Vous n'avez pas une autre question à poser? Non, ça va? Ben, vous savez, j'aurais eu tellement de questions à Non, poser mais- pour qu'on se la nuit avec vous, alors bon. Voilà. Non, ça va. C'était pour mon hypothyroïde. Alors c'est génétique, pour ainsi dire, parce que j'ai ma dernière qui a l'hyper. Oui. Oui? J'ai ma dernière qui a l'hyper et j'ai une fille qu'on a déjà fonctionné. Et c'est des nodules. Alors c'est génétique. Non, c'est pas tellement génétique, c'est-à-dire que ce pesticide va laisser des traces sur votre ADN et ça s'appelle épigénétique. Ce n'est pas génétique tout à fait, ça s'appelle épigénétique. Que vous transmettrez probablement jusqu'à la 3e génération ou 4e génération. Peut-être qu'il faudrait qu'elle fasse... D'accord. Ben, je vous remercie, docteur. Merci. Merci bien. beaucoup, madame. C'est très intéressant. Bonne soirée. Merci. Heureusement qu'on arrive à connaître les choses maintenant. Ah, ben oui. Hein. Parce que je vais avoir 74 ans, je commence à découvrir des choses. Vous avez une voix très jeune, madame. C'est vrai. Hein? Eh ben oui, mais je vais avoir 74 ans dans un mois. Merci beaucoup. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bonne soirée, madame. Oui. Mais il y a- Au revoir, merci. Oui. Voilà, donc le téléphone est ouvert, 0796 71 27 07. Donc on a parlé de la thyroïde pour cette dame-là. Oui. On aurait peut-être aimé avoir aussi d'autres témoignages concernant d'autres pathologies, quoi. Ouais. Le téléphone, on l'a? Oui, du côté du standard. Bonsoir. Oui, vous êtes à l'antenne, allez-y. Oui. Allô? Oui, on vous écoute. Oui, alors bonsoir. Je salue tout le monde là sur le plateau. Oui, bonsoir. Et personnellement, je veux saluer les médecins qui sont sur le plateau parce que ce sont de vaillants médecins. Et je le dis avec tout mon cœur, ce sont des vaillants médecins et qui ont bien travaillé pour la population martiniquaise du Nord-Atlantique, notamment lorsqu'ils étaient au centre hospitalier de Trinité. Mais ce soir, je voudrais tout juste parler dire un témoignage. J'ai une fille qui est née en 1981. Elle était au lycée de Sainte-Marie. Et dans sa classe, quand elles sont devenues après la terminale, parce que c'était en terminale, il n'y a que 2 enfants, que 2 élèves qui ont pu avoir des enfants. Tout le reste de la classe, les filles n'ont aucun enfant parce qu'elles ont eu une endométriose sévère. Et ça m'avait toujours perturbée. Et je lui dis, mais je ne comprends pas comment heureusement, elle a eu la chance d'avoir des enfants. Et elle me dit, on ne peut même plus parler d'enfants avec nos copines parce qu'elles n'en ont pas. Et je vous dis que la majorité de ces enfants-là, de ces filles, c'était, comme c'était le lycée de Sainte-Marie, c'était des enfants de Sainte-Marie, Lorrain, Basse-Pointe. Et là, elles sont de 1981, 2 élèves dans la classe qui ont eu des enfants. Alors c'est vraiment triste et on voit la conséquence de ce produit sur nous-mêmes. Merci, au revoir.
Alors là, je sais peux pas appuyer. le docteur Chris va répondre. Ce n'est pas une réponse, c'est un témoignage et je peux l'appuyer. Oui. J'ai travaillé longtemps à Sur la Trinité. côte atlantique, oui. J'ai travaillé longtemps à Trinité, donc où on reçoit des patientes donc, qui viennent de Sainte-Marie, Lorrain, Marigot, etc. Et après, même maintenant, la plupart des patientes qui ont des endométrioses très graves viennent de cette région-là. De la région Lorrain, Nord-Atlantique. On est comme une classe de jeunes filles. Voilà. Enfin, Et terrible, hein. effectivement que on a une forme d'endométriose ici en Martinique qui est très particulière. c'est localisé aussi. Des formes graves chez des personnes plus jeunes. Comme si la maladie évoluait beaucoup plus vite ici que dans d'autres populations ailleurs. Voilà. Et ça, on ne peut que inclure du moins un facteur environnemental. Il n'y a rien d'autre qui puisse l'expliquer. 07 96 71 27 07 Zouk TV, bonsoir, on vous écoute. Oui. Oui. On vous écoute, vous êtes à l'antenne. On vous écoute, on entend la voix, mais c'est très loin. On vous écoute là. Oui, allô? Oui, c'est bon, oui. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Oui, vous appelez d'où, madame? Alors, Fort-de-France. Fort-de-France. On vous écoute. Que des femmes Oui. qui appellent. Alors, mon cas est un petit peu particulier parce que, alors, j'ai 46 ans, bientôt 47 ans. On vous écoute, oui. Alors, oui, c'est que depuis toujours, à chaque fois que j'ai les règles, j'ai très très mal au ventre. En plus, j'ai des gros caillots. Et pourtant, et en plus, j'avais un problème d'anémie. Alors, je suis suivie, mais j'arrive pas à avoir enfant non plus. Et pourtant, le médecin ne m'a jamais dit que je souffrais d'endométriose, cette maladie-là. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que je ne sais pas ou est-ce que c'est les cailloux qui fait que j'arrive pas à tomber enceinte? Alors, docteur, qu'est-ce qui prend la réponse? Docteur Quist, gynéco. Oh, c'est difficile de répondre sur un cas individuel. Ce que vous signalez, tel que vous décrivez ce que vous me dites au téléphone, ça ressemble probablement à l'endométriose et probablement également au fibrome. Et je pense qu'il faut que le médecin vous fasse une IRM et ça lui permettrait de mieux comprendre ce que vous avez. Il va pouvoir vous répondre avec précision si c'est une endométriose isolée ou associée au fibrome. Oui. Voilà. On En faisant une IRM, vous allez pouvoir avoir la solution. Alors, on va lui poser une question. Est-ce que ce sont des règles douloureuses simplement? Des règles douloureuses que vous avez? Non, Oui. abondante. C'est douleur et abondance des règles. Voilà. Oui, Ce des sont- fois, oui, beaucoup. Voilà, c'est ça. Donc, c'est probablement les deux maladies associées que vous avez, endométriose et fibrome. Et je pense qu'en faisant une IRM pelvienne, le médecin va pouvoir vous donner une réponse. D'accord, mais en 2017, j'ai été opérée des fibromes. Voilà, donc on a déjà un diagnostic. 2 ans plus tard, j'ai été opérée, comment ça s'appelle, des hernies. Est-ce que vous pensez que tout ça peut faire ça? Oui, si on vous a opéré de fibrome, c'est que, bon, au moins le diagnostic du fibrome est affirmé. Et je pense qu'il est associé également à une endométriose, probablement dans votre cas. D'accord. Ok. Eh bien, je vous Eh bien, remercie, madame. Je vous remercie beaucoup. Oui, bonne soirée. Voilà. Eh bien, vous avez vu, plutôt Oui. des femmes, on a que des femmes, l'endométriose. C'est très douloureux, un docteur Pané. Là. Ah oui, c'est une maladie qui empoisonne la vie de nos femmes, qui atteint une femme sur 10. Il y en a beaucoup et j'espère qu'on reviendra ici un jour faire une émission spécifique sur ça, ouais. sur l'endométriose qui leur empoisonne la vie, qui impacte beaucoup sur la qualité de la vie parce qu'en plus de la douleur qu'elles arrivent à gérer avec beaucoup de courage, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a la fatigue, il y a les problèmes intestinaux, digestifs, vésicaux, la dépression, le stress, tout un ensemble de cohortes de symptômes qui l'accompagnent, et puis surtout un impact très fort sur la vie scolaire des enfants.
C'est pour ça qu'on essaye de mettre en place maintenant un projet pour aller faire de l'information dans les collèges et lycées sur cette maladie, pour dépister assez tôt les jeunes filles qui ont cette maladie et qui ratent les cours une fois par mois. Et c'est fréquent, de plus en plus. Oui, de plus, et qu'on voit de plus en plus, 2 ou 3 jours par mois, et qui sont dus, je pense, la gravité de cette maladie ici est probablement due à ce pesticide. 0796 71 27 07. On va du côté du standard. Zouk TV, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, on vous écoute. Oui. Vous appelez d'où? Oui. Du Vauclin. Du Vauclin. Oui. On vous écoute. On vous écoute, les médecins sont là. Ils sont... Oui, je vous écoute là. Je voulais vous demander, en fait, qu'il y a de différence entre le chlordécone qui sévit en Martinique et puis les pesticides de métropole. C'est ce que je voulais savoir. Alors, elle veut savoir la différence entre la chlordécone qu'on utilisait La chlordécone, oui. et les fameux pesticides qui sont utilisés dans l'Hexagone. Je crois qu'on peut dire que le chlordécone a été très peu utilisé en France hexagonale. Le même produit qu'on a eu Le ici. même produit, il a été utilisé puisqu'on l'a interdit en 1990 et que son utilisation était plus intensive ici, plus importante et prolongée au-delà de l'interdiction en France. D'autres pesticides ont été utilisés en France et il y a actuellement une étude qui démarre sur un certain nombre de pesticides dans la région de Bordeaux, en Aquitaine, et sur l'étude des populations dont les résidences sont proches de ces terres de vigne. C'est une étude qui va démarrer cet an prochain, qui fait beaucoup de peine aux producteurs viticoles. Et il y a aussi une toxicité pour tous les pesticides. Simplement, celui-ci a été beaucoup plus utilisé ici. Aux Antilles, quoi. Aux Antilles, en général. Voilà. Voilà, madame. Le chlordécone, oui, aux Antilles, bien sûr, aux États-Unis. Aux également. États-Unis aussi, Costa Ça a Rica, été utilisé. Ça a été utilisé également sur les cultures des bananes. Mais aux Antilles, ça a été utilisé de manière intensive aux Antilles. Ça, c'est important. On salue les gens du Vauclin, madame. Peut-être une autre question, une autre remarque? Madame, monsieur. Monsieur, excusez-moi, oui, oui. Oui. Merci de votre intérêt. Oui. Oui. Donc ça va, ça vous convient? Voilà, nous allons retourner du côté du standard. Apparemment, il y a beaucoup de personnes qui appellent. 0796 61 27 07. Peut-être un autre auditeur ou une autre auditrice. Puis-je Allô? Oui, allô, vous êtes à l'antenne, on vous écoute. Oui, bonsoir à tous sur le plateau. Oui. Bonsoir. J'ai pris votre émission en cours et je vois que vous parlez de l'histoire du chlordécone. Le chlordécone, je l'ai découvert depuis 2008, après mon retour en Martinique. Enfin, j'entendais parler depuis la métropole. Mais dans un premier temps, j'ai envie de poser la question au médecin parce qu'il y a une dame que j'ai rencontrée lors du reportage de journaliste métropolitain sur la COVID-19 qui arrive. Comme vous me parlez, moi, la thyroïde, je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est que cette maladie, mais la dame disait qu'elle a été opérée de la thyroïde. Elle a travaillé dans les champs de bananes pendant des années. Et ce qu'on lui a enlevé faisait 980 grammes. Je trouve ça choquant. Déjà, parce que je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si les médecins pourront nous répondre. Et en même temps, je poserai aussi au syndicaliste qui est là, M. Pierre Charles, Oui. que on dit en métropole les polluants payants. Et qu'on me dit, d'après les journalistes que j'ai rencontrés ce jour-là, ceux qui ont pollué la Martinique avec le chlordécone ne sont pas punissables parce qu'il y a une loi qui les protège en Martinique. Est-ce possible? Monsieur Pierre Charles va vous répondre. Merci. Merci. Monsieur Pierre Charles va vous répondre. André, d'abord. André va répondre s'il a une partie de la réponse. Oui. Le principe pollueur-payeur, c'est un principe que nous défendons. À l'INH pour dépolluer Martinique, nous estimons que il ne faut pas
limiter, disons, les responsables. Bon, nous pensons qu'il y a une double responsabilité. Il y a une responsabilité de l'État qui a laissé faire, qui a permis, qui a autorisé, qui a prolongé, donc il ne peut pas se défaire de sa responsabilité. Mais il y a aussi une responsabilité de ceux qui ont utilisé, qui ont cherché à faire produire et qui ont fait produire hors de France lorsque ça a été interdit en France. Ils ont pris un brevet, ils ont fait produire au Brésil. Il y a une responsabilité de ceux qui ont importé, donc il y a des responsabilités. Et il est normal qu'on s'adresse à ces responsables pour que, d'une manière ou d'une autre, eh bien, ils soient amenés à payer, ils soient amenés à... Bon, il n'est pas acceptable que des profits colossaux aient été faits par des actes dont on savait qu'ils conduisaient à l'empoisonnement. Par conséquent, ça me paraît personnellement tout à fait légitime que l'on réclame que tous les profits qui ont été faits dans cette période par des gens qu'on peut parfaitement identifier, qui sont connus, eh bien que ces profits-là soient mis au titre de la réparation dans des programmes de recherche, dans des programmes d'indemnisation, bref, que ça participe aux sommes colossales qui sont nécessaires pour permettre à la Martinique et à la Guadeloupe de sortir de ce cauchemar. Parce que nous n'avons pas créé un mouvement simplement pour porter des critiques et faire des récriminations. Nous avons créé un mouvement pour chercher des solutions. Ces solutions, elles existent. Nous avons, bon, on n'a pas parlé ce soir, mais on aurait pu, dans une autre émission, le faire. Nous avons tout un canevas de propositions, de réflexions, toute une plateforme de revendications que nous avons constamment enrichie. Il y a des choses que l'on peut faire, que l'on doit faire, que l'État doit faire principalement, que les gros pollueurs doivent faire, que la CTM doit contribuer à faire. Eh bien, tout cela, ça aura un coût. L'État n'a pas encore parlé comme il faut. Il parle en millions alors qu'il faudrait parler en milliards. Voilà, il faut parler en milliards. Il y a à réparer, il y a à mettre en place un autre modèle de développement agricole, d'alimentation et tout ça. Bon, c'est un combat. Et nous sommes tout à fait d'accord avec le principe pollueur-payeur. Et il n'est pas fait seulement pour les Français, il est fait pour nous aussi. Il faut que nous mettions ça dehors. Mais ça, c'est possible si la population mélange avec ça, si la population vient et nous, si la population mobilisée. Nous avons fait avec mais la d'autres... population est dans son petit confort. Donc ça ne les intéresse pas. Non, c'est pas aussi simple que ça, parce que la population, lorsqu'elle arrive à comprendre quelque chose et à être sensibilisée, eh bien, elle montre qu'elle est capable de faire. Bon, nous faisons manifestation. Et puis d'autres mondes étaient en série d'organisations. Bon, t'es passé 10 000 monde dans la rue Fort-France, ça veut dire que la population... Bon, là maintenant, la difficulté et ce qu'il s'agit de faire maintenant, c'est de transformer ces mobilisations occasionnelles basées sur l'émotion légitime. Il faut transformer ça en un combat durable, en un combat approfondi, et puis il faudra que le monde du travail s'y mette. Parce que s'il y a une chose que l'on est en train de constater là, c'est un sujet tout à fait autre. Je ne veux pas entrer là-dessus, mais je veux simplement tirer une leçon. Pourquoi est-ce qu'on est en train de commencer à négocier, à chercher des solutions dans l'histoire de la crise du Covid avec les soignants? Quelle leçon on peut tirer? C'est parce que, bon, ils se sont mobilisés au Goumet. Bon, on peut être pour ou contre ceci ou cela, mais enfin, c'est ça qui permet qu'on soit dans une situation de négociation, qu'on puisse obtenir des choses. Là, je pense que nous n'avons pas fini avec cette question chlordécone. Bon,
elle est devenue un peu J'espère bien. moins au devant de la scène parce que la situation sanitaire a pris le devant, mais il nous faudra remettre les choses sur le tapis. Nous avons d'ailleurs écrit récemment à la CTM pour demander qu'il y ait une séance de travail. Nous pas là simplement pour ouvrir le slogan, nous l'avons aussi que nous avons assis, nous avons discuté les points, point par point, parce que nous avons suffisamment moments et suffisamment de catégories différentes pour nous avoir une vision assez satisfaisante de ce qu'il faut faire. Et bien là, nous l'avons discuté et puis la CTM en l'air, qui est possible, de manière à créer un rapport de force face à l'État. Parce que s'il n'y a pas un rapport de force, c'est parler, nous qu'à parler. Et là, nous avons parlé, il faut nous parler encore parce que l'émission d'aujourd'hui le prouve comme d'autres émissions. Il y a quand même une curiosité, il y a quand même une volonté de savoir, il y a beaucoup de choses à expliquer encore. Bon, mais le but, c'est pas simplement de bavarder, c'est de rendre les choses communes dans l'esprit de la population pour que cette population puisse se mettre debout et dire, voilà, nous commandons ceci, cela. Rendez-vous compte que nous ne pouvons même ni en évaluation financière du coût de ce qu'il faut. Nous ne pouvons même ni ça, parce que c'est du travail, ça. On ne peut pas dire un chiffre comme ça. On m'a dit milliards et pas millions, parce qu'on m'a supposé quand même. Mais il nous faut autre chose que ça. Bon, eh bien, il nous faut mettre en place des gens qui sont spécialistes de ça, des techniciens pour que nous fassions en évaluation. Bon, peut-être qu'il faut faire ça et puis la CTM, pour savoir exactement, dire à l'État, bon, voilà, ben, il faut d'attendre. Bon, donc il y a beaucoup de boulot et nous attendons que, eh bien, tout ça qui peut nous parle, vini joindre nous, vini travailler dans la durée. Pour moi, il n'y a pas de problème, M. Kenchamp. Bon, eh bien, Mais ce que je voulais vous dire, Oui. c'est que ce produit, Allez-y, oui, ce produit. oui, ce produit, il a été interdit chez un grand pollueur qui est les États-Unis en 1976. eh oui. On a Il évoqué, est on a fait interdit aux l'historique. États-Unis. Ah ouais. Et ça continue à circuler juste d'après. Je n'étais pas sur le territoire martiniquais, mais il me semble que ça a continué à circuler dans les années 80. Bien au-delà. Oui, ce que tu dis est vrai, alors qu'on savait que ce produit était un poison ouais. dès les années 75. Voilà, voilà. On avait tous les effets. 76 aux États-Unis. Oui, aux États-Unis. On avait tous les effets chez les bêtes, une expérimentation animale, chez les humains, à cause de cette usine de Virginie qui a explosé. Donc on avait tous les effets dès les années 75. On savait que c'était un poison, on savait que c'était dangereux. Et malgré tout, on a continué de l'utiliser parce que les raisons économiques ont prévalu sur la santé des êtres humains. Et moi, je pense que c'est la leçon qu'il faut retirer de ça, que plus que jamais, on ne vienne nous raconter que l'économie de la Martinique justifie qu'on fasse ceci, Voilà. qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela. Et ça, c'est dangereux. On va remercier l'auditeur parce qu'il y a beaucoup de monde qui veulent réagir. Merci beaucoup. Hein. Eh bien, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Voilà, on va retourner du côté du téléphone. Bonne soirée du côté du standard 0596 71 27 07. Zouk TV, bonsoir. Oui, bonsoir. On vous écoute. Oui, vous appelez d'où? Oui, j'appelle de Sainte-Marie. Sainte-Marie. On vous écoute. Oui, donc bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Et je vous félicite pour cette émission. Je félicite Zouk TV et je remercie les intervenants puisqu'ils nous apportent pas mal d'informations qu'on avait déjà peut-être entendues partiellement, mais ça se confirme ce soir. J'aimerais d'abord poser une question. Comment peut-on se faire dépister et où concernant le chlordécone? Ah, d'accord. C'est la première question. Et puis, j'ai un témoignage, vous allez me répondre si vous voulez. Je continue pour un témoignage pour dire que le docteur Christ a parlé d'un volet là qui est très intéressant, qui m'interpelle, concernant le côté de la culture, nos us et coutumes. Les autres volets sont très importants, mais celui-là aussi, comme on n'en parle pas beaucoup, j'aimerais insister dessus parce qu'effectivement, je suis de ceux qui ont été élevés dans ce pays. Et quand arrivaient les fêtes de Pâques,
pour le vendredi saint, on allait dans les rivières, dans les ravines, n'est-ce pas, pêcher des écrevisses pour pouvoir faire des marinades le vendredi saint. Donc, tout ça tombait à l'eau. Ouais. Bon, pendant les grandes vacances, C'est bien le mot. il y avait beaucoup de coups de Seine dans ma commune. Nous avons calé la Seine, nous avons calé poisson, nous avons calé la terre porte courbouillon. On arrivait quand même à se débrouiller. C'était une bonne activité. Donc tout ça, ça tombe à l'eau aujourd'hui. On est obligé d'aller chez le monsieur acheter les écrevisses, chez le monsieur acheter le poisson pendant les vacances, etc. Donc ce côté-là aussi m'a Que d'écrevisses, pas d'écrevisses. Donc alors j'attends pour la réponse concernant le dépistage. On te remercie. Donc cette Marie, docteur docteur Edouard, docteur Couste, tu écoutes. Donc le dépistage d'abord et ensuite ce phénomène culturel nous prive dans le bagage. On ne peut pas faire. Alors je donne une information sur le dépistage. Et ça, c'est un résultat du combat que nous avons mené. Tous ceux qui se sont battus et toutes celles qui se sont battues sur ce problème, on a fini par obtenir qu'il y ait cette possibilité de dépistage. Alors, il y a l'IREPS qui, du 15 au 22 octobre, va faire une information sur les tests de dosage. Et je donne le numéro de téléphone. C'est le 0596 58 28 50. 58 28 50, hein? Non, 53 28 50. Ah, ben oui, bien. Oui, 53 28 50. C'est l'IREPS Martinique. Donc ils vont organiser une campagne d'information, etc. Les gens seront informés, quoi. Sur le dépistage. Dépistage, oui. Voilà. Mais la campagne a commencé déjà, je suppose. Oui. Puisque c'est du 17 au 22, on est le 19 aujourd'hui. Oui. Ah ben oui, c'est parti, là. Donc la campagne a commencé, donc il faut... Voilà. Donc il faut téléphoner, là, et puis voilà. On répète, donc l'IREPS, un téléphone 0596 53 28 50. Le docteur Couste voulait réagir sur un point là. Culture. Oui, les jardins, etc., oui, tout à l'heure. J'en avais parlé tout à l'heure de ce problème-là, d'un certain nombre de traditions, de coutumes qui ont disparu, qu'on ne traite jamais, dont on ne parle jamais, et qui laissent des blessures, et ce jeune homme vient encore d'en parler, qui laissent des blessures spirituelles et symboliques, et qu'il faut que nous l'intégrons dans nos revendications. Que ces choses-là, c'est sacré pour nous. C'est sacré parce que c'est quelque chose que nos ancêtres, dans des conditions horribles, ont inventé et nous ont transmis, et malheureusement, c'est disparu à jamais. Donc il faut que nous puissions y penser pour pouvoir penser ces blessures. Et dans la plaquette, vous avez vu qu'on avait mis une conclusion que pour penser ces blessures, il faut qu'on puisse ouvrir un espace de parole. Et c'est bien que ce soir, vous ayez ouvert cet espace de parole pour que ce jeune homme vienne nous parler de son problème, de dire je ne peux plus aller à la rivière pêcher des écrevisses. Tradition ancestrale, quoi. Vous comprenez, je ne peux plus aller à la rivière pêcher des écrevisses. C'est extraordinaire pour qu'on puisse faire de la banane aux Antilles. C'est terrible. Donc ça veut dire si lui ne peut pas le faire, son enfant ne le fait, il ne peut pas le transmettre à son enfant, et son enfant ne peut pas non plus le transmettre. Voilà un patrimoine culturel chargé de sens, d'un sens profond, puisque les gens, dans leur souffrance, l'ont inventé. Ce patrimoine disparaît sous nos yeux, comme ça, et moi je tiens à ce que ça soit dans le débat, et que nous en parlons en même temps que les conséquences économiques, en même temps que les conséquences sur la santé. C'est aussi important que la pathologie. Oui, en même temps, à mon avis, c'est aussi important. Parce que, en fait, si vous voulez, c'est ce qui sous-tend toute la colère qu'il y a dans la population. Tu vois, cette colère qu'il y a dans la population, parce que qu'est-ce qui va se passer? Sur le plan économique, avec les revendications des syndicalistes, on va nous inventer une culture, une agriculture hors sol. Ça va venir, on le fait déjà ailleurs. Donc très bientôt, la Martinique va être équipée de serres avec la culture hors sol. Donc le problème agricole va être réglé assez rapidement. La pêche également, ça va être pareil. On va pouvoir reformer nos pêcheurs pour aller pêcher plus loin que sur la côte. Donc
la pêche traditionnelle, ça va disparaître. On va mettre des moyens pour pouvoir régler les problèmes économiques. Mais ce problème de la disparition... Ça ira pas tout seul, hein, ni de l'agriculture, ni de la pêche. Mais ce problème de la perte de nos traditions que nos ancêtres ont inventées dans la douleur et qui nous ont transmis, il n'y a rien qui puisse le réparer. Et la seule chose qui puisse le réparer, c'est de manière symbolique, mettre des mots dessus, mettre des mots sur cette douleur. Sinon, ça transmet, ça vient sous forme de colère et ça vient sous forme de violence. De révolte. De révolte, et c'est ça qu'on voit de temps en temps. C'est pour ça que pour l'instant, c'est difficile de parler de manière tranquille de ce produit, du chlordécone. C'est difficile d'en parler tranquillement parce que les gens, très rapidement, sont en colère. Parce qu'il y a quelque chose derrière qui les met en colère. Il y a ce sentiment d'injustice. Et puis également mettre en place, et ça je parle à vous les syndicalistes, qu'on ne décide plus de l'avenir économique de la Martinique sans la population. Alors là, c'est un problème de fond. Là. Mais il faut y arriver. Qu'on ne puisse... Parce que alors, allons-y... Là, c'est pas seulement le syndicaliste, c'est le politique. Hein. Le militant. Vous faites partie des... Bon, mettez-moi dans la catégorie là, mais vous faites partie aussi des politiques, parce que... Mais je disais politique. Alors, non, mais ce que je dis, c'est que cette question-là doit être reliée à l'organisation de la société. Parce que il ne s'agit pas seulement de causer gentiment des choses. Il s'agit de poser la question, qui décide? Et quand on pose la question qui décide, on pose une question politique, institutionnelle, mais on pose aussi une question sociale et économique. C'est-à-dire, est-ce que c'est le lobby qui décide, qui a les terres et puis qui fait ce qu'il veut? Bon, parce que pour discuter d'égal à égal, il faut avoir les moyens, il faut être d'égal à égal. Bon, quand on est dans une situation où une petite poignée de gens possèdent l'essentiel des meilleures terres, et où les institutions fonctionnent en faveur de ce petit clan, et évidemment, la discussion, elle s'arrête vite. Donc, ce que je pense profondément, c'est qu'il nous faut mettre dans notre agenda de lutte, au-delà de la question chlordécone, il nous faut mettre une autre organisation de la société, une autre organisation de la vie politique, une autre organisation de la décision. Et il nous faut répondre à la question, dans notre pays, qui décide et sur la base de quoi? Merci, monsieur Pierre-Charles. Le téléphone, bien évidemment, qui est là, 0596 61 27 07. Le standard de Zouk TV, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, on vous écoute, oui. Joël. Joël, vous appelez d'où? Basse-Pointe. Basse-Pointe. On vous écoute, Joël. Je vais poser une question. Nous avons depuis en 2009, je suis travaillé en bas bonhomme. Quand je suis bonhomme, tout balaye. Mais il y a un bar à comprendre, donc quand il s'appelle chlordécone. Mais moi, je suis en 2009, là, c'était 12 ans dans le travail. Est-ce que nous connaissons ça s'appelle chlordécone, ça va concerner moi? Moi, est-ce qu'on va bien voir au combat? C'est ça, moi, je ça. Parce que, donc, quand il dit chlordécone, mais moi, je suis après, depuis en 2009, je suis travail. Donc, par contre, ça, est-ce qu'on est chlordécone? Donc, ça, moi, je pas ça, c'est ta pièce. Donc, quand il dit avant, mais ça finit après. Est-ce que du chlordécone, plutôt pas de vérité, là? Voilà. Donc, nous notons, donc 2009. Oui, mais en ouvrier agricole. Voilà. Attends, mais nous comprenons. Alors, vous notez en 2013, en 2014, vous avez alors, qui est-ce qui peut prendre la réponse? Pourquoi tu pas de vérité, là? Attends, il y a une réponse. Le docteur Edouard a répondu, donc il va en 2009. Alors, je vais conseiller. Il a répondu. Docteur Edouard, donc en ouvrier agricole 2009, il commence le travail. Est-ce que, vous avez dit, qu'il est victime de contamination toujours? Chlordécone, là, c'est pas seulement pour ça qu'il a posé, c'est ça qui a mangé aliments qui sont contaminés par chlordécone. Là. Pour répondre à la question, il faut qu'on fasse prise de sang pour savoir si vous n'y ou bien si vous pas à 200. Donc, arrive à un numéro de téléphone quand même, 0596 53 28 50.
C'est ça? OK, il y a une campagne de dépistage. Et puis non seulement ça, mais bon, nous pas savons si vous suivez l'émission depuis le début, mais il y a une de l'idée que nous développons en pile au soir, c'est l'idée que non seulement vous concernés, mais descendants sous concernés. Alors, il ne faut pas dire que ça sent bagaille pour avant. Précisément, peut-être que c'est à présent que la plus sérieux. Donc, il est sérieux pour et il est sérieux pour Ichou. Donc, premier conseil qu'il dit, c'est de vérifier qu'il est à dans son. Bon, ça c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est d'arrêter d'aggraver le problème là. Bon, arrêter d'aggraver le problème, ça veut dire, bon, faut de nous savoir ça nous va manger, faut donner une traçabilité, faut de nous savoir que c'est pas dans le chlordécone qui a venu, parce qu'à un moment là, nous va aggraver le problème là. Il faut arrêter d'aggraver le problème là. Et puis, si nous les arrêter d'aggraver à l'échelle de toute Martinique, il faut nous poser problème de zéro chlordécone. Parce que l'État a une anti-tolérance, il a bon, il a mis des LMR, des limites maximum résiduelles. Ça veut dire que il y a qui quantité ou peut prendre. Bon. Comment un poison peut en prendre en petite quantité? Et ça nous démontre aujourd'hui, à nous répéter aujourd'hui, c'est que c'est zéro chlordécone. Bon, alors ça c'est un combat, parce que c'est pas ça qui est la thèse officielle. Il faut tendre vers le zéro chlordécone. Il faut aller vers, il n'y a pas en combien de temps. Bon, nous avons dit que précisément par la transmission épigénétique, eh ben, même antidose, qu'a foutu faire les descendants sous en manière immédiate. Donc par conséquent, c'est un combat. Et vous concernez directement par vous-même, et vous concernez aussi pour génération Ichou Gavini. Donc il faudra pas rester isolé à là, pas conserver ça, considérer ça un petit problème pour. Non, il faudra regarder et puis les autres membres qui travaillent pour. Il faudra regrouper et puis les organisations qui nient, et puis les NH pour dépôts les Martiniques, et puis les syndicats pour déjà pour regarder à qui point les autres même au niveau intoxication, et puis qui nous a sorti dans ça globalement, pour que ni nous, ni nous, pas prendre faire ça. Et nous n'y avons un banderole, depuis le début, là, nous créons les nage pour dépôts les Martiniques, nous prenons un banderole et nous écrivons pour nous, pour nous. Pour nous, pour nous. Ça veut dire qu'on est déjà conscient que ce n'est pas simplement les générations il y a 70 ans, les générations actuelles, c'est aussi pour les générations à venir. Donc, vous concernez très directement. Monsieur Pierre-Charles, merci. C'est Maman Iba souhaite nous saluer les autres, bien évidemment. Et puis nous allons virer par côté standard là, 0596 71 27 07. Zouk TV, bonsoir. Oui, bonsoir. Madame, vous appelez d'où? J'appelle du Vauclin. Du Vauclin. On vous écoute, madame. Alors, très belle émission. Ça, c'est formidable. Grâce à Zouk TV, nous ne pas prendre l'eau bagaille, nous ne pas découvrir l'eau bagaille. Enfin, merci Zouk TV et les animateurs. Merci les médecins qui ont accepté de venir nous ouvrir les yeux. Ça, je trouve qu'on apprend beaucoup. En compte, je voulais demander aux médecins, on nous a demandé de nous faire vacciner pour le Covid. Il n'y a aucun souci, mais est-ce que le Covid et le chlordécone, le vaccin du Covid et le chlordécone, est-ce qu'ils vont s'entendre par la suite? En quelques années. Quand on a déjà le chlordécone, automatiquement, tout Martiniquais ni chlordécone. Ça, c'est sûr. Nous gardons aux années, alors toutes ni. Maintenant, on nous demande de vacciner nos enfants. On nous demande de nous vacciner. Je ne suis pas contre. Mais est-ce qu'on m'a dépisté pour voir quel taux de chlordécone que j'ai dans le sang, pour savoir est-ce qu'ils vont s'entendre dans 2-3 années? Parce que tout de suite, à chaud, donc à y entendre. Mais à la longue, chaque monde qui dit qu'il les fait chimer, on sera dans quel état? J'aimerais savoir, est-ce que ils ont fait des analyses chez nous pour le chlordécone que nous avons en nous, pour pouvoir nous transmettre justement ce vaccin que nous, on n'est pas au courant.
Voilà. Merci. Madame, on va résumer. Je vais résumer la question, le docteur Edouard va vous répondre. Est-ce qu'il y a une compatibilité entre vaccin Covid et puis vaccin chlordécone? Non, je n'ai pas de vaccin. Il n'y a pas de vaccin pour le chlordécone. J'ai dit, comme nous avons déjà le chlordécone en nous, puisque tout le monde a le chlordécone, et on nous demande de nous vacciner avec un vaccin qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas l'origine. Est-ce qu'ils vont s'entendre, le vaccin et le chlordécone? Voilà. Voilà la question. Voilà. Merci. Merci, madame, on vous écoute. La question est très difficile parce que vous me demandez ce qui va se passer dans quelques années. Donc je n'ai pas la réponse. Je sais que l'intoxication que le chlordécone, c'est un produit chimique. La maladie Covid, c'est un virus contre lequel a été développé plusieurs types de vaccins et a priori, il n'y a pas de passerelle, si je peux m'exprimer comme ça, entre ces deux problèmes. Le docteur Cuisse veut ajouter quelque chose? Oui, non, moi c'est une question que je poserai à André Edouard, c'est que est-ce que l'intoxication aux pesticides ne fragilise pas les organismes au niveau immunitaire? C'est une question que je te pose, c'est pas... Voilà. Je n'ai pas trouvé d'argument pour cette pathologie, pour cette fragilisation, mais on sait que les vaccinations, mais je pense que ce n'est pas le sujet de ce soir, mais la vaccination contre la Covid est particulièrement recommandée aux personnes fragiles, à ceux qui ont des comorbidités, et c'est ce que je peux dire à la date d'aujourd'hui. Vous avez un mot à ajouter sur ça? La question est intéressante. Hein? Non, moi, j'ai essayé de montrer que le chlordécone fragilise et a sa responsabilité dans les comorbidités qui sont un facteur aggravant du Covid. C'est ça qui me paraît indiscutable. Bon, le reste, c'est un autre débat. Bon, moi, j'appartiens à l'INH pour des polymatiniques et je parle, comme les autres amis, au nom de l'INH pour des polymatiniques. Donc, comme c'est un regroupement assez large, il y a des opinions diverses sur les questions de vaccins. Je ne veux pas dire des choses qui pourraient apparaître comme des choses de l'INH, alors que c'est mes opinions. Donc, on va rester en l'orientation que nous allons défendre, c'est-à-dire en nous sortir dans la carbonage chlordécone. Merci, M. Pierre-Charles. Merci à l'auditrice, à la dame. 0796 71 27 07. Du côté du Standard. Zouk TV, bonsoir. Oui, on vous écoute. Oui, vous êtes à l'antenne, madame. Allez-y. Oui. Entendu, en effet, je vous remercie. Oui, vous appelez d'où, madame? J'appelle du Robert. Du Robert? Voilà. On vous écoute. Ma fille, toutes les années, il faut qu'elle fasse une visite chez le médecin pour une hypophyse, qu'elle me dit, l'hypophyse qu'elle a à la tête. Alors, l'hypophyse, c'est quoi? Et puis, elle est née en 66, à 8 mois, le poids 1,8 kg. Et je crois que ça peut tomber, ça peut avoir un lien avec le chlordécone. Je voudrais avoir les raisons. Le docteur Quist, oui. Oui, la prématurité, effectivement, peut avoir un lien avec le pesticide, avec cette intoxication, ça c'est clair. Après, je parle de l'hypophyse. L'hypophyse est une glande qui se trouve dans la tête et qui commande la plupart de nos glandes. Mm-hmm. Et comme ce produit est un perturbateur endocrinien, bien sûr, donc si elle doit faire une visite tous les ans chez le médecin, c'est parce qu'il y a une perturbation, probablement également de l'hypophyse, de l'axe hypophysaire, hypothalamo-hypophysaire, qui commande toutes nos glandes également. Docteur Edouard, peut-être, ça va. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit mon ami. J'aurais aimé quand même poser une question à André Edouard concernant cette obésité. Ah oui. Oui. Il y a des patientes à moi qui se sont fait opérer
de leur obésité. On leur a mis donc des choses au niveau de l'estomac pour qu'elles maigrissent. Et il me semble qu'il y a un danger quand elles maigrissent trop rapidement, parce qu'elles relarguent beaucoup de chlordécone dans leur sang, puisque on sait que le produit est accumulé dans la graisse. En fait, la graisse, et c'est l'une des tendances qui est apparue récemment, doit être considérée aussi comme une glande endocrine en elle-même, la graisse abdominale. Ouais. Parce qu'elle a les obésogènes dont je vous ai parlé, il y a des sécrétions propres à la graisse et une régulation aussi par des mécanismes hormonaux. Le relargage du chlordécone est possible puisqu'il y a une accumulation du chlordécone dans la graisse, mais ce n'est pas le réservoir le plus important. Il faut savoir que quand on fait un dosage sanguin de chlordécone, la concentration de chlordécone dans le foie est 15 fois plus importante que celle qu'on a trouvée dans le foie, qui est lui le réservoir le plus important. Au niveau des graisses, le taux de chlordécone est entre 6 et 7 fois celui qu'on retrouve dans le sang. Donc il y a un relargage, mais il y a aussi une élimination par l'appareil digestif qui fait que je pense qu'il est plus important la perte de poids qui permet de se mettre à l'abri de maladies cardiovasculaires me semble être plus importante et bénéfique. Docteur, puisque vous parliez on lui a mis par exemple un anneau à l'estomac, des rétrécissements, etc. C'est dangereux ce truc-là. C'est pas que l'anneau est dangereux, ça c'est au chirurgien de juger. Mais le problème c'est que comme elle va maigrir, elle va donc perdre beaucoup de graisse et relarguer donc le pesticide qui est accumulé dans la graisse. Parce qu'en dehors du sang, le produit est accumulé dans la graisse et au niveau du foie. Donc ça veut dire aussi que si on vous trouve dans le sang 0, vous pouvez en avoir dans la graisse et vous pouvez en avoir dans le foie. Donc le fait d'avoir 0 ne veut pas dire que oh là là, c'est bon, je suis à l'abri de tout souci. Wow. Voilà. Du côté du standard, on va y aller. 0596 71 27 07. Zouk TV, bonsoir. Allô? Oui, allô, vous êtes à l'antenne. Oui, vous appelez d'où, monsieur? Oui, j'appelle du Diamant. Diamant? Du Diamant. Oui. Oui. On vous écoute. Oui, je peux pas. Oui, bonsoir. Oui, j'aimerais poser, deux questions. Pour les jeunes, les futures grossesses, est-ce qu'il faudrait pas, est-ce qu'il faudrait pas les prévenir ou faire une opération spéciale pour ces jeunes dames qui risquent sachant que le chlordécone passe la barrière placentaire. Et deuxièmement, notre cher rhum punch local serait-il pas une bombe à retardement, sachant que le rhum, l'alcool comment dirais-je, c'est un facteur aggravant, quoi. Oui, un facteur aggravant, deuxième cause de cancer dans le monde, et le sucre est très délétère au niveau santé. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas faire attention à notre consommation de rhum, s'il vous plaît? Oui. Le docteur Quist, oui, peut-être. Alors, donc, pour répondre un peu à la question, donc nous avons dit que ce produit agit surtout au cours de la vie intra-utérine. C'est quand le fœtus est dans le ventre de sa mère que ce produit va agir, va donc donner toutes les conséquences génétiques, épigénétiques et mutagènes dont nous avons parlé tout à l'heure. Ce qui est important, et c'est pour ça qu'on donne ce conseil à nos femmes, quand elles se mettent en tête de faire un enfant, de commencer une alimentation particulière, de manière à diminuer au maximum, sinon à réduire le plus possible le taux d'imprégnation du pesticide dans leur sang, avant de devenir enceinte, si elles peuvent. Et en principe, il faut 6 mois à peu près pour arriver à réduire de moitié le taux dans le sang. Donc, si nos jeunes filles écoutent, c'est dès qu'elles ont l'idée de vouloir faire un enfant, d'entamer un régime particulier en évitant un certain nombre de choses, de tubercules,
pour pouvoir réduire leur taux dans le sang avant d'être enceinte pour que leur bébé ne soit pas imprégné par ce produit parce que c'est durant la vie intra-utérine que le produit agit le plus. D'où l'importance de la question de l'information. Et nous avons beaucoup insisté sur ça. Quand on a eu des rencontres avec le préfet, on a dit qu'il fallait que toutes les femmes en âge de procréer, pas seulement celles qui sont enceintes, mais dès l'âge de procréer, soient sensibilisées sur cette problématique. Bon. Et l'information technique sur comment est-ce que ça se transmet aux générations après est extrêmement importante pour faire comprendre cet enjeu-là. Bon. Alors, qu'est-ce que la préfecture a répondu? C'est qu'elle mettait en place des dispositifs pour que tout le personnel médical qui est au contact avec les jeunes femmes enceintes, etc., que tout ce personnel médical allait être sensibilisé, allait être formé à cette problématique pour lui donner des conseils, pour suivre, pour faire l'examen et connaître exactement et gratuitement le taux éventuel de chlordécone. Est-ce que ceci est fait réellement dans la réalité? Alors, c'est ce qu'il faut vérifier, mais ce qu'il faut dire aussi, à la lumière de ce que tu viens de dire, c'est que cette information ne doit pas être aussi étroitement ciblée. C'est-à-dire qu'il faut que ça devienne une information et une connaissance générale pour que ça atteigne tout le monde, et y compris les jeunes femmes. Bon, on n'est pas là quand elles décident de prévoir de devenir enceinte, ou bien quand elles vont venir. Il faut donc qu'il y ait cette information, que ça imprègne suffisamment la société pour que l'information parvienne à tout le monde, parvienne aux jeunes. Bon. Et là, je pense que c'est très important cette question de pédagogie, d'information, pour qu'on ait aussi des attitudes, disons, en rapport avec le problème qu'on a. C'est-à-dire qu'on aura beau prendre les mesures qu'on veut au niveau institutionnel et tout, s'il n'y a pas des attitudes de la part de chacun, de chacune, bon, on risque de ne pas avoir l'efficacité qu'il faut, quoi. Voilà. Le docteur Couisse m'a demandé justement, on arrive dans la dernière ligne droite, alors on remercie les téléspectateurs, beaucoup d'appels, on n'a pas pu prendre tout le monde ce soir, c'est vraiment dommage. Donc vous m'avez demandé, docteur, de lire les perspectives d'avenir. Ouais. Parce que nous sommes des médecins, mais on est avant tout aussi des citoyens, et nous avons tenu à la fin du fascicule à mettre quand même notre avis de citoyen. Et si vous pouvez nous lire cet avis de citoyen qui est le nôtre. Les perspectives d'avenir. Cette pollution chlordécone a révélé au grand jour des dysfonctionnements graves de notre corps social. La santé des populations antillaises et la sauvegarde de l'environnement n'ont pas pesé lourd face à la lutte contre le charançon du bananier, face à l'appât du gain et du profit. Il a fallu 17 ans de plus pour interdire la chlordécone aux Antilles, alors que sa toxicité a été reconnue aux USA depuis 1976. Au-delà de l'impact sur la santé, il y a eu des blessures symboliques et spirituelles. La disparition pour longtemps de traditions séculaires. Il est souhaitable de ne pas dire nécessaire que l'État français et ceux qui ont profité du commerce de ce poison ouvrent un espace de parole avec la population. Seul ce débat démocratique peut calmer la colère et le sentiment d'injustice. Il est souhaitable, pour ne pas dire nécessaire, que l'État français et ceux qui ont profité du commerce de ce poison fassent des excuses publiques qui seuls peuvent penser des blessures symboliques et spirituelles. Il est souhaitable, pour ne pas dire nécessaire, qu'une fondation soit créée pour financer les recherches en matière de santé, d'agronomie, de pêche, de dépollution des terres. Il nous paraît important de rappeler ici que les répercussions sur la santé ne concernent pas seulement la génération actuelle. Nos enfants et petits-enfants auront également à pâtir de cette exposition au chlordécone. Il convient donc de mettre en place dès à présent des structures de recherche et de prise en charge pour anticiper sur les impacts sanitaires à venir. Merci beaucoup. En tout cas, messieurs, je vous remercie. Le docteur André Édouard. C'est moi. Le docteur Charles Couiste et notre syndicaliste, professeur d'histoire retraité, M. Philippe Pierre Charles.
Bon, et les autres qui ont Il écrit n'est pas ça. retraité, il est encore très actif. Je le vois sur tous les chantiers, là, il est... Enfin, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, oui. Il faut qu'on parle aussi des autres, les co-auteurs. Ah oui, les co-auteurs. Alors là, oui. Nous avons réalisé ce travail après des recherches bibliographiques et nous ne voulons pas terminer sans citer ceux qui ont travaillé avec nous, Jean-Michel Macny, Serge Chalon et Josiane Jospella. En tout cas, la boucle est bouclée. Monsieur Pierre-Charles, donc le prochain rendez-vous. Oui, alors, avant le prochain rendez-vous, nous laissons que les téléspectateurs le voient. On ne va pas dire en stock, en fait, un petit lot aux amis de Zouk TV qui pourront en faire le meilleur usage parce que nous avons édité, grâce à la générosité de nos amis médecins, 10 000 exemplaires de cela. Et nous voulons en faire d'autres parce qu'il y a un intérêt. Il faut que ça soit connu. Bon, ça peut se retrouver auprès des organisations qui sont membres de l'IANAGE. Il y a des syndicats, il y a des mouvements associatifs. Bon, je pense comme ça par hasard à Shellshare. Rien qu'à Shellshare, nous avons 2 associations qui peuvent diffuser, enfin, qui dit ça. Il y a Atelier Shellshare et puis il y a le Sun Club de Shellshare où on peut se procurer ça. Bon, aussi auprès des syndicats. Nous avons écrit à toutes les municipalités pour qu'on puisse mettre cela à leur disposition. On a vu aussi quelques pharmacies, quelques médecins qui sont d'accord pour diffuser ça. Bref, c'est un travail qu'il faut populariser au maximum. Et si on peut sortir d'autres éditions pour toucher encore plus de monde, donc on appelle à toutes les bonnes volontés. Et donc, en remerciant Zouk TV, nous réquitons un petit lobaï. Merci, messieurs. On a passé un moment instructif et également riche. Beaucoup de réactions, beaucoup de témoignages poignants. En tout cas, Libre Antenne, ce soir, c'était chez vous, c'était pour vous. Bonsoir chez vous.